En 2011, TF1 lance une toute nouvelle télé-réalité en France. Ils sont 8 VIP, ils sont célèbres et veulent le rester. Ils sont 8 Wanavip, ils sont inconnus et ont un rêve, devenir célèbres. Présentée par Elsa Fayer, cette émission vient fêter les 10 ans de la télé-réalité en France. On invente quelque chose de nouveau en gardant les bases d'une télé-réalité d'enfermement classique et on va faire participer des candidats déjà connus du petit écran à des candidats complètement inconnus. Mais le résultat n'est pas du tout celui que la production attendait. Carré VIP va très vite devenir l'un des plus gros flops de l'histoire de la télé-réalité en France. Contrairement à Secret Story, qui est l'une des émissions de télé-réalité françaises les plus populaires à cette époque, Carré VIP n'est pas une adaptation d'un format étranger. C'est une pure création française qui a été conçue par Endemol France pour TF1. Et cette télé-réalité d'enfermement, elle avait un concept bien particulier. Il y avait 8 candidats, déjà connus du petit écran comme je l'ai dit précédemment, donc qui étaient considérés comme les VIP, et 8 candidats inconnus qui étaient eux catégorisés comme les Wanavip. 8 VIP, 8 VIP, 8 anonymes. Des créatures venues d'ailleurs. Ils devront vivre ensemble. Ça invite qui a d'autre? Je sais pas, regarde vite. Bah, de toute façon, c'est nous les meilleurs, chérie. Carré VIP, le plus dur n'est pas d'y entrer, mais d'y rester. Ils vivaient tous dans une maison luxueuse, surveillés 24 heures sur 24 par des caméras, et le but du jeu était de tout faire pour devenir le plus populaire possible. Le public votait chaque semaine pour son candidat préféré, et celui qui arrivait dernier du classement faisait perdre de l'argent à son équipe, puisqu'elle était considérée comme la personne la moins populaire de la maison. La somme finale à gagner dans Carré VIP était 150 000 €. Mais l'accent était surtout mis sur la célébrité, et pas forcément sur le chèque à la fin. On disait surtout aux candidats à la fin de cette émission, la personne qui va gagner sera la plus populaire possible. On faisait surtout un focus sur la visibilité médiatique et la possibilité de devenir une star. Seulement, personne ne va bénéficier de ce gain. Vous allez vite comprendre au cours de la vidéo que plusieurs événements ont conduit à la chute brutale du programme. Et pourtant, on a vu les choses en grand pour fêter les 10 ans de la télé-réalité en France. En commençant par la maison, qui était un véritable temple du bling-bling. Ultra colorée, flashy, rose, rouge, noir laqué, la production a tout fait pour que la maison soit la plus tape à l'œil possible. Si l'univers du luxe semble être l'inspiration principale, la surcharge de meubles, de tapis, d'accessoires, de décorations, de couleurs va vite donner un aspect kitsch à la demeure. La maison était très grande, on parle d'une superficie de 700 mètres carrés, il y avait une énorme piscine iconique dans le salon et elle se trouvait à la plaine Saint-Denis. Le maître des lieux n'était autre qu'un miroir qui attribuait des missions aux candidats qu'ils pouvaient accepter ou non. Si ce concept vous rappelle les missions de la voix dans Secret Story, à ce moment-là, on parlait des caprices du miroir. D'ailleurs, les candidats devaient prononcer une formule magique pour faire apparaître le miroir dans sa salle spéciale. Miroir, mon beau miroir, mon reflet t'appartient. Il y avait une réelle volonté de créer un terrain de jeu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Maintenant qu'on a le concept, on a fait l'état des lieux, il est temps de faire connaissance avec ses habitants. Si certains sont restés dans l'ombre ou ont fait carrière dans un tout autre domaine, la plupart des candidats ayant participé à Carré VIP ont gagné en popularité et sont actuellement toujours présents sur nos écrans. On va commencer par l'équipe des VIP. Comme je vous l'avais dit, ils étaient déjà connus du petit écran et leur rôle c'était de transmettre leur savoir aux novices, donc aux Wanavip. On passe à la première candidate qui n'était autre qu'Afida Turner. On compte sur votre soutien, je sais que vous êtes les numéros 1, je sais que vous êtes les meilleurs et je vais voir ce que vous avez dans les tripes, j'allais dire dans le pantalon. Afida Turner qu'on connaissait pour avoir participé au Loft Story saison 2, d'ailleurs à cette époque-là elle se faisait appeler Leslie, et dès son entrée au premier prime, elle a mis le feu. Vous avez un rêve, vous avez un challenge, vous vous réveillez au matin, vous bossez dur et vous voulez évoluer. C'est ça être star, c'est une attitude. Fuck all the rest, that shit. Les choses sont dites. Everybody's a fucking star. Everybody is a star. You're a star, 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 yeah. Afida, vous avez perdu votre boucle d'oreille. La candidate numéro 2, Alexandra, alors elle avait participé à la saison 2 de Secret Story, avec comme secret Je suis une princesse. En 2010, on l'a retrouvée sur Énergie 12 dans une émission qui était beaucoup moins connue, qui s'appelait À la recherche du grand amour, et c'était une sorte de bachelor dont elle était l'héroïne. Depuis, Alexandra s'est complètement retirée du milieu des médias, et les dernières nouvelles qu'on avait d'elle sont qu'elle se serait lancée dans le marketing de produits pharmaceutiques. Benoît Dubois. À l'époque, il venait de sortir de Secret Story 4 où il avait gagné sa saison face à Senna. Benoît est devenu un personnage récurrent de la télé-réalité. On l'a vu dans Les Anges, dans Friends Trip, Un dîner presque parfait, Les apprentis aventuriers, La villa des cœurs brisés et Le cerveau. Par ailleurs, il a même décroché un rôle en 2019 pour Les mystères de l'amour.
Thomas Vitiello. Thomas, tout comme Benoît, s'est fait connaître dans la saison 4 de Secret Story. D'ailleurs, tous les deux avaient un duo iconique, Brigitte et Josiane. Seulement, même si ce duo a continué d'être un peu présent sur nos écrans, notamment avec les mauvaises qu'on pouvait retrouver dans le Mad Mag, etc., ils ont pris chacun leur distance, le duo s'est arrêté, et Thomas, pareil, s'est retiré du milieu de la télé-réalité. Aujourd'hui, sur son compte Instagram, il se présente comme make-up artiste et drag queen. Cindy Lopez. Salut, je suis la plus extravagante, la plus too much des VIP. C'est moi, Cindy. La reine du scandale, l'ambassadrice du girl power. Et vous savez quoi? Celle qui voudra prendre ma place n'est pas encore née. Pour détrôner la reine du scandale, il va falloir se lever très tôt. Candidate emblématique de la saison 3 de Secret Story, Cindy s'est consacrée à de nombreux projets artistiques ces dernières années, chansons, théâtre, romans, peinture, après avoir créé le buzz en 2014 en se lançant dans la pornographie. Et récemment, Cindy a même refait surface à la télévision en participant à la télé-réalité OO. François Xavier était le meilleur ennemi de Cindy dans la saison 3 de Secret Story. C'était un personnage iconique de la télé-réalité française dans les années 2000. Malheureusement, c'était également un candidat qui était très fragile psychologiquement et qui a eu du mal à gérer sa notoriété. Lorsqu'il participe à l'émission Carré VIP, il en est qu'au début d'une carrière fulgurante, et lorsque l'émission se termine, il va avoir beaucoup de mal à ne plus être présent à l'écran. Quelques mois après, François Xavier sombre dans un profond mal-être qui le pousse, le 9 août 2011, à se jeter sous les roues d'une voiture. Le prochain candidat n'est autre que Giuseppe Polimeno. Alors Giuseppe, il s'était fait connaître dans l'émission Qui veut épouser mon fils, aux côtés de sa maman Marie-France. En 2014, il a fait une brève apparition dans L'Île des Vérités saison 2 et il a eu le droit la même année à sa propre télé-réalité Giuseppe Ristorante. Après une affaire judiciaire en 2016 qui le conduira en prison, Giuseppe se fait discret dans les médias. Et enfin, la dernière candidate, Marjolaine. Alors Marjolaine, elle s'était fait connaître en 2003 dans l'émission Greg le Millionnaire sur TF1, où elle était prétendante, et l'année suivante, elle a eu le droit à sa propre émission, Marjolaine et les millionnaires, où cette fois-ci c'était elle l'héroïne. Après une pause médiatique, Marjolaine s'était lancée un petit peu dans la musique, elle avait fait carrière dans l'immobilier, et curieusement, elle est revenue sur le devant de la scène en participant à la saison 2 des 50, aux côtés de Greg justement. Ensuite, elle a continué en participant aux Apprentis Aventuriers saison 7, toujours avec Greg, et récemment, elle est apparue dans Maman est célèbre sur TFX. Comme on peut le constater, nombreux sont ceux qui sont restés dans la télé-réalité aujourd'hui. Mais qu'en est-il des wannabes? Aurélie d'Autremont. Elle n'était pas encore connue à son entrée dans le carré, mais ça ne saurait tarder. Quelques temps plus tard, elle participe à L'Île des Vérités saison 2, qui va lui ouvrir les portes de nombreuses téléréalités par la suite. Les Anges de la télé-réalité 5, L'Île des Vérités saison 4, Les Vacances des Anges, Moundir et les Apprentis Aventuriers, Les Marseillais et les Ch'tis contre le reste du monde, Les Princes et Princesses de l'amour et Les Anges 11. Lors de cette dernière télé, elle va montrer une très mauvaise image. Donc après cet épisode, elle va se faire très discrète et elle reviendra un petit peu dans les médias en sortant un livre autobiographique qui s'intitule « Tu finiras dans une vitrine ». Et elle a refait surface à la télévision lors de la saison 1 des 50. Beverly Bello. Tout comme Aurélie d'Autremont, Beverly a connu sa lumière dans L'Île des Vérités, saison 3 cette fois-ci. Sa participation est remarquée et lui ouvre également de nombreuses portes de la télé-réalité. Beverly, on l'a retrouvée dans L'Île des Vérités saison 4, Les Princes de l'amour saison 3, La Villa des cœurs brisés, La bataille des couples, Les Anges 11, Moundir et les Apprentis Aventuriers saison 5, Les Princes et Princesses de l'amour saison 8, OO et Détective Club. Aujourd'hui, Beverly est influenceuse et elle s'est également lancée dans l'événementiel. Kevin Fernandez. Alors lui, il n'a pas continué dans la télé-réalité, mais dans l'acting. Après quelques petites apparitions dans Joséphine Ange Gardien, Amélie Poulain, Clem ou encore Sam, celui qui se fait connaître dorénavant sous le nom de Kevin Diaz a décroché le rôle de Benoît dans Emily in Paris. Candice Hassan, elle est de nouveau sous le feu des projecteurs, puisqu'on peut la retrouver en ce moment sur le plateau de Magali Berda dans l'émission diffusée sur YouTube Bienvenue chez Magali Berda. Pour Xenia, Jean-Philippe, Alexandre Zouari et Noam, ils semblent être tous retournés dans l'anonymat. Bon, on a le bilan, les candidats sont jeunes, beaux, la maison est immense, le budget est présent, l'été arrive, la production est tellement sûre d'elle qu'elle parie sur 10 semaines d'aventure. Et pourtant, il a fallu moins de 15 jours pour que tout s'arrête du jour au lendemain. Quand les candidats entrent pour la première fois dans la maison, nous sommes le 18 mars 2011. 13 jours plus tard, soit le 31 mars 2011, les candidats sont sortis du jeu et l'émission s'arrête brutalement. Alors qu'est-ce qui a tout fait basculer pour que l'émission s'effondre ? Tout commence par l'agacement des téléspectateurs qui vont envoyer pas mal de plaintes au CSA, donc anciennement l'Arcom, concernant des séquences qui seraient choquantes, qui se seraient déroulées lors de la diffusion de Carré VIP. Alors en effet, certains candidats sont allés très loin dans la vulgarité en heure de grande écoute,
Une réunion sera donc organisée le 30 mars 2011 afin de débattre d'éventuelles sanctions contre les diffuseurs telles qu'une interdiction aux moins de 12 ans. Et contre toute attente, le 31 mars 2011, TF1 annonce l'arrêt définitif de l'émission. Et alors tout va très vite. Laurent Stork, le directeur des programmes à l'époque, va s'exprimer le soir même au micro de RTL. Nous sommes à 13% d'audience à 18h. C'est des audiences qui sont vraiment très insuffisantes pour TF1. Il faut se rendre à l'évidence car Vip n'a pas rencontré son public. Or, il s'agit d'un divertissement et l'objectif, c'est quand même que ça fonctionne. Le 1er avril 2011, les candidats sont invités à quitter les lieux. Si au départ certains pensent à un poisson d'avril, ils sont bien loin de la réalité. Ce même jour, le patron de TF1, Nonce Paolini, et la productrice de l'émission et PDG d'Endemol, Virginie Calmel, sont convoqués au CSA pour parler de Carré VIP. Mais le programme ne reviendra jamais à l'écran. À leur sortie, quelques candidats sont invités sur des plateaux télé, notamment celui de Morandini, pour parler de cette interruption brutale. À peine avoir été exclus de la maison, Thomas et Benoît se retrouvent sur le plateau de Morandini pour donner leur version des faits. Moi j'ai pleuré, ouais, moi aussi. j'étais sous le choc. On s'est quand même tous investis dans cette histoire, que ce soit la production ou les candidats. On n'avait rien à faire, quoi, pas d'activité, jamais. Moi ça me choque qu'on puisse dire que c'est trash parce que je veux dire, j'ai rencontré dans Secret Story des images beaucoup plus trash et on n'a pas arrêté le programme ou quoi que ce soit. Même nous les candidats, on était enfermés à l'intérieur, on savait pas quel était le but de cette aventure. Le journaliste Thierry Moreau vient confirmer un manque d'audience certain qui a pu conduire à la fin de l'émission, mais il va aussi évoquer un manque de responsabilité de la part de la chaîne pour le programme. En gros, que TF1 n'assume pas l'image de Carré VIP. Là où il y a un problème, c'est que TF1 dit que c'est à cause de la baisse d'audience, c'est surtout à cause de l'image de cette émission qui du coup a entraîné une désertion des annonceurs. C'est donc typiquement un accident industriel. On n'a jamais vu ça en France, une émission arrêtée de ce type-là, avec un tel... Il y a 100 personnes qui travaillent depuis 1 an sur cette histoire, il y a des dizaines de millions d'euros investis, ça ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain sans qu'il y ait un vrai problème. Je pense que le problème d'image a été trop lourd à supporter pour TF1 qui n'assumait pas au final cette émission. FX, quant à lui, n'a pas cru au manque d'audience et ça va être l'un des seuls qui va parler et pointer du doigt un comportement discriminatoire dans la maison et notamment des propos racistes. Moi, pour vous dire, Giuseppe, dans la maison, il a eu des propos à mon égard, des propos racistes à mon égard et à l'égard d'Afida. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, t'es noir, tu as la couleur de la mort. Afida, vraiment dans ton arbre. Est-ce que pour vous, le problème, c'est qu'il y avait trop d'homosexuels, de gays ou de travestis? Pour moi, sincèrement, je pense qu'il y a, voilà. Et on peut dire aussi trop noir, trop d'arabe aussi peut-être. Ça a tout mélangé là. Ah non, je suis désolé, L'émission ne marchait pas à dire maintenant, c'est parce qu'il y avait trop de noirs. Je suis désolé, c'était marqué, non, c'était marqué dans des quotidiens. Ouais, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, je m'en fiche, je dis juste ce que j'ai lu et ce que j'ai vu en sortant. Je suis désolé, on fait une émission, il y a une étude de marché qui est faite, il y a des conférences de presse qui sont faites à l'avance. Donc je veux dire, on n'investit pas des millions d'euros pour au bout de 2 semaines, on arrête, on vire tout le monde. Pour Giuseppe et Cindy, le plus gros problème de l'émission, et ce qui a conduit à sa perte, c'est le manque de concept. Très peu de gens comprenaient le principe du jeu. Giuseppe, vous l'avez compris, vous, le concept? Toujours pas? Toujours pas. Vous rentrez dans un jeu sans comprendre un concept. J'ai cru que vous alliez nous l'expliquer. Donc on est très à l'air libre là-dedans. Donc si on voulait dormir 22h sur 24, on pouvait dormir 22h sur 24. Ça veut dire que vous n'aviez rien à faire? Non. Toujours pas, on n'avait rien à faire. Alors, effectivement, le concept de Carré VIP était quand même très brouillon. On cherchait le candidat le plus populaire, mais on savait pas trop sur quoi se baser pour le déterminer. En ce qui concerne le manque d'audience, c'est une réalité. L'émission était critiquée pour son contenu jugé vide, vulgaire, sans direction, donc elle n'a ni réussi à séduire le public, ni réussi à le fidéliser. Et alors les multiples interventions du CSA sur le programme n'ont rien arrangé à son cas. Au vu de tous ces éléments, TF1 a décidé de retirer discrètement le programme, c'est-à-dire sans faire de cérémonie finale et sans verser le gain de 150 000 € initialement prévu. C'est l'un des arrêts les plus rapides et les plus brutals de l'histoire de la télé-réalité en France. Seulement, une rumeur persistante, qui était beaucoup moins relayée à l'époque dans les médias, au moment de l'interruption du programme, a refait surface aujourd'hui. Si on écoutait les bruits de couloir, à l'époque, on faisait comprendre que la présence de produits illicites dans la maison avait conduit à la perte du programme. Certains candidats laissaient planer le doute, mais ne s'aventuraient pas pleinement dans le sujet. Alors il y a quelques temps, Cindy Lopez avait pris la parole quand même pour parler de ce motif, et surtout en expliquant que Carré VIP ne s'était pas arrêté seulement à cause d'un manque d'audience. Et c'est Candice Hassan qui très récemment va mettre fin aux rumeurs sur le plateau de Bienvenue chez Magali Berda. On a le droit de tout dire? Oui, bien sûr. C'est pourquoi l'émission s'est arrêtée? Je crois qu'ils ont... Mais pas du tout. C'est pas de la drogue, non? Mais bien sûr que oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé, chez deux, on dira pas qui, parce qu'on n'a pas dit là-dedans, dans leur poudrier de la drogue. Et en fait, ils sont venus faire une perquisition dans l'endroit. C'est pour ça qu'ils avaient sorti tous les VIP, soi-disant, en sortie à l'époque extérieure de photos, pour récupérer la perquisition de drogue. Et donc l'émission a été fermée dans l'heure.
C'est-à-dire qu'à la seconde, le lendemain, tout le monde est parti avec les bagages et compagnie. Ça s'est jamais vu nulle part au monde. Ça prouve bien que c'est pas les audiences. Carré Vite fait partie de ces émissions Passage éclair qu'on a vues à la télévision. C'était du jamais vu qu'un programme s'arrête aussi brutalement et rapidement. Et le problème quand une émission s'arrête dans ce contexte, eh bien c'est que c'est une véritable déception pour tous ceux qui travaillent sur le projet, que ce soit la production, les techniciens et puis les candidats qui après sont un peu laissés dans la nature et qui doivent se débrouiller par eux-mêmes. Alors pour certains ils ont réussi à rebondir, pour d'autres ça a été extrêmement compliqué parce que c'est pareil, c'est vu comme un échec, donc d'autres productions pouvaient être un petit peu plus réticentes à l'idée de recruter certains candidats. Il y en a quand même quelques-uns qui sont restés dans l'ombre avec beaucoup d'amertume. Carré VIP est et restera à jamais l'échec industriel d'Endemol. J'espère que cet épisode vous a plu, que ce nouveau concept vous plaît. On se retrouve très bientôt pour le 2e épisode de la série Qui se rappelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres émissions un petit peu oubliées que vous aimeriez bien que j'aborde dans cette série. Et en attendant, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.